Bonjour à tous. Bien, une fois de plus, il fait une journée magnifique. Nous sommes le 12 août. Il est 17h. La maison s'est bien vidée puisque Aurélie et JD et Stéphanie et Marc ont quitté les lieux. Donc, je me retrouve avec Rebecca Simon et mon petit Nathan qui est en pleine forme. Et je pense qu'il va s'en aller demain. Et Simon et Rebecca vont partir, je crois, dimanche. En attendant, la semaine prochaine, le menu de Jean-Romain et Sarah avec le Savabi. Bien. Bon, alors. Eh ben, voilà, on va finir l'après-midi ensemble. Et je vais vous raconter une vie assez longue et dense d'une personne que tout le monde connaît, tout à fait remarquable. Une femme qui a passé sa vie au service de la science. Et vous la connaissez, elle s'appelle Marie Curie. Donc, cette jeune chercheuse, dans l'histoire des sciences, est certainement une des personnes les plus célèbres. Alors, son nom à elle-même évoque, bien sûr, en premier, quand on parle d'elle, la radioactivité et le radium. Ça évoque une vie de chercheuse dans les laboratoires, mais aussi d'une femme tout à fait exceptionnelle, d'une volonté redoutable, qui sut surmonter les nombreux obstacles qu'elle a pu rencontrer avant de devenir une chercheuse confirmée. Donc elle naît en 1867 en Pologne, à Varsovie. Mais ce vieux pays chargé d'histoire est à cette époque-là sous la domination russe. Et elle sera amenée à quitter la Pologne pour venir à la fin du XIXe siècle s'installer à Paris. Car à cette époque-là, les femmes en Pologne n'avaient pas le droit de fréquenter l'université. Donc à son arrivée à Paris, elle poursuivra ses études à la Sorbonne et elle travailla avec un certain Pierre Curie, qui est un chercheur également, et ils découvriront ensemble des produits chimiques, le polonium, le radium. Elle recevra quelque chose qui n'est jamais arrivé après 2 prix Nobel. Elle participera activement à la guerre de 14 pour soigner les blessés qui se trouvaient dans les tranchées. Mais derrière cette femme tout à fait remarquable, se trouve aussi une femme qui sera confrontée à la pauvreté, au deuil, aux préjugés
du monde dans lequel elle vit. Et de travailler sur des produits dont elle ne connaissait pas encore les effets sur sa santé. Donc, on a vu, elle naît donc à Varsovie. Elle s'appelle avec un nom polonais, on va l'appeler Maria, ce sera plus simple. Et son père, Władysław, il enseigne les mathématiques et la physique. Tant qu'à sa mère, elle dirige une école pour jeunes filles à Varsovie. Donc, au sein de cette famille, on accorde une grande importance à la culture, à l'éducation et à la science. Elle est la plus jeune de 5 enfants. Donc, comme je disais, la Pologne, à cette époque-là, est sous la coupe de la Russie. Les Russes cherchent à imposer au peuple polonais leur langue, leur culture. Alors que la plupart des familles polonaises sont très attachées à leur histoire et à leur langue. Et comme d'habitude, les relations avec la Russie ne sont pas des meilleures. Donc dans la famille de Maria, et notamment par son père, le sentiment polonais est extrêmement fort. Alors il y a également des drames familiaux. Elle perd sa mère alors qu'elle a 10 ans, elle perd une de ses sœurs qui meurt du typhus. Tant qu'à sa mère, elle est morte de la tuberculose. Alors, bien évidemment, à l'école, c'est une élève super douée. Elle a une mémoire remarquable et elle a un penchant et des qualités toutes particulières vis-à-vis des mathématiques et des sciences en général. Donc, elle termine ses études secondaires en Pologne. Alors, comme les femmes ne peuvent pas entrer à l'université, Maria veut toutefois poursuivre ses études. Alors Maria, elle a une de ses sœurs qui s'appelle Bronia, qui est également et qui souhaite poursuivre ses études. Elles passent un deal toutes les deux, un arrangement. Bronia, elle souhaite devenir médecin et partir étudier, faire sa médecine à Paris. Alors elles conviennent que Maria, afin d'aider sa sœur financièrement, va rester à Varsovie afin d'occuper d'enfants, enfin trouver un job avec de l'argent qu'elle enverra à sa sœur pour financer ses études. Maria accepte ce sacrifice et en contrepartie, il est convenu que sa sœur Bronia, une fois qu'elle aura son diplôme de médecin, financera les études de Maria à Paris. Donc pendant plusieurs années, Maria donne des leçons à des enfants dans des familles polonaises, tout en poursuivant parallèlement ses études scientifiques. Elle lit, elle travaille les maths et la physique dès qu'elle en trouve le temps.
À cette époque-là, elle tombe amoureuse d'un garçon d'une famille qui l'emploie, mais les parents du dit jeune homme refusent d'envisager un mariage avec Maria, qui est considérée comme trop pauvre et d'un rang social insuffisant pour leur fils. Alors elle est déçue, elle est triste. Et ce qui, une fois de plus, renforce sa volonté de s'affirmer malgré les difficultés qu'elle rencontre. Donc sa sœur fait ses études, elle s'installe à Paris et elle épouse un médecin polonais qui, comme elle, est exilé en France. Et elle invite Maria, comme suivant le deal qu'ils avaient passé, de la rejoindre à Paris. Et donc c'est en 1891, donc à 24 ans, que Maria quitte Varsovie pour Paris. Et dès ce moment-là, elle va franciser son nom et se faire appeler Marie, qui deviendra Marie Curie, et non plus Maria, avec une consonance polonaise. Paris, à cette époque-là, donc, à la fin du 19e, est une des grandes capitales intellectuelles du monde. Et la ville vit à l'issue du Second Empire et de la mise en place de la République, les découvertes scientifiques, aussi bien dans la science que la chimie, que la physique, et l'électricité commence à transformer la vie de la population. Alors, à cette époque-là aussi, la médecine évolue énormément, notamment grâce à un monsieur, vous connaissez certainement, qui s'appelle Pasteur, qui lui aussi est en France. Et donc, toutes les universités, les laboratoires connaissent une activité extraordinaire en cette fin du 19e. Donc elle s'inscrit à la faculté des sciences de Paris, à la Sorbonne. Et à sa grande joie, elle peut donc dorénavant assister librement aux cours de physique et de physique. Mais malgré l'aide de sa sœur, elle n'a pas de ressources financières. Ses conditions de vie sont extrêmement difficiles. Elle habite quelque temps chez sa sœur, puis elle prend une petite chambre dans le quartier latin afin d'être proche de l'université. Mais c'est une vie de misère, elle ne dispose pas d'assez d'argent. Alors elle ne se chauffe pas l'hiver, alors qu'il fait un froid de canard. Elle mange très peu pour économiser sur la nourriture et se contente de peu. Il y arrive même, pendant ses cours, de s'évanouir faute de manger par faiblesse. Et malgré toutes ces difficultés, elle travaille avec acharnement. En 1893, donc très peu de temps après son arrivée en France, elle obtient sa licence de physique en terminant première de sa promotion. L'année d'après, elle obtient une deuxième licence, sa licence de mathématiques. C'est à cette époque-là qu'elle fait la rencontre qui va bouleverser sa vie. Et elle rencontre Pierre Curie. Pierre Curie,
qui a 35 ans. Alors, qu'elle en a 27, travaille sur le magnétisme et la propriété des cristaux. Il travaille avec son frère Jacques Curie et ils étudient, mais j'ai oublié ce que j'en ai entendu parler quand je faisais mes études, la piézoélectricité. C'est l'électricité qui est en surface des cristaux, je crois. Je me souviens plus très bien. Enfin, c'est un rapport avec l'électricité et de l'orientation des mailles des cristaux. Pierre est passionné que par une chose, c'est par la science, par ses études et la recherche scientifique. Alors, compte tenu de leur attrait l'un comme l'autre pour les sciences, ils se découvrent l'un et l'autre, ils tomberont amoureux, ils se marieront ensemble pour toute leur vie. Donc ils partagent les mêmes conceptions, ils n'ont aucun intérêt pour l'argent, pour les mondanités, mais par contre, dès qu'on parle de science, c'est une passion exacerbée. Donc Pierre fait sa cour et demande en mariage Marie. Elle ne dit pas oui tout de suite, car bon, elle l'aime, c'est certain, mais elle a envie de retourner vivre en Pologne. Mais, compte tenu de ce qui se passe là-bas, de ce qu'elle a rencontré en France, elle comprend que finalement, c'est en France que son avenir scientifique se trouve, et donc elle décide de rester. Donc, ils se marient en 1895. Voilà. Leur mariage est très simple, pas de frappe, pas de cul, pas de luxe, une cérémonie dans la discrétion. Et à l'occasion de leur mariage, ils reçoivent quelques cadeaux et pécules, et ils achètent notamment 2 bicyclettes, et en voyage de noces, ils partent en vélo. Le couple Curie donc auront deux filles, Irène et Ève, en 1897 et 1904. Donc, à la fin du 19e, il y a des découvertes en Europe extraordinaires. Il y a un certain, je crois qu'il est allemand, Röntgen, qui découvre le rayon X. Et en France, de ce côté, en 1896, il y a un physicien qui s'appelle Henri Becquerel. Il découvre qu'un minerai contient un corps qu'il appellera l'uranium, qui émet spontanément des rayons qui sont visibles, qui sont des rayons qu'on ne voit pas, mais par contre, si on met une plaque photographique émulsionnée devant, à travers les rayons, ça laisse une trace, ça met une image sur la plaque photoélectrique. Alors, Marie Curie est quand même très surpris et intéressé par la découverte de Becquerel. Et elle décide
de préparer sa thèse autour de ce nouveau minerai. Elle essaye notamment de définir ce rayon, sa fréquence, son intensité, de ce rayonnement qui était à cette époque inconnu. Alors Pierre Curie, avec son frère Jacques, ont mis au point des instruments extrêmement précis et sensibles, ce qui permet ainsi à Marie d'effectuer des mesures très précises sur ces fameux rayons. Et elle découvre quelque chose d'étonnant. Elle découvre de la terre qu'on appelle un pechblende, P-E-C-H blend, qui contiendrait en lui-même un autre corps qui serait plus actif, qui émettrait des rayons plus vifs que l'uranium pur. Alors, Marie formule une hypothèse. Si le minerai est plus actif, le pechblende, donc est plus actif que l'uranium, c'est qu'il contient une substance encore inconnue qui est plus active que l'uranium. Alors, Pierre trouve la réflexion de sa femme pas complètement idiot, il abandonne momentanément les recherches qu'il avait entreprises pour travailler avec Marie. Et tous les deux, ils commencent leur coopération. Une coopération des plus extraordinaires qu'on connaisse dans le domaine scientifique à cette époque. Alors, ils analysent effectivement cette terre, le pechblende. Alors, et ils émettent effectivement par écrit en 1886, ils annoncent l'existence d'un élément inconnu chimique dans cette terre. Alors, il faut lui donner un nom. Alors Marie suggère de l'appeler le polonium en souvenir de son pays et en hommage à sa patrie, donc, et à sa Pologne natale. Alors, ce choix de choisir ce nom marque aussi une certaine dimension politique, car la Pologne n'existe toujours pas en tant qu'État indépendant. Donner son nom à un élément chimique et une matière symbolique permettra de rappeler le nom de Pologne à la face du monde. Quelques mois plus tard, poursuivant leurs recherches, les jeunes mariés annoncent l'existence d'un deuxième élément et ils vont l'appeler le radium. Marie utilise alors le mot de radioactivité pour désigner le phénomène qu'elle étudie. Donc voilà des éléments qui rentrent dans la vie courante des chercheurs, des scientifiques, le radium, la radioactivité. Alors, c'est pas le tout d'avoir découvert et de donner des noms à des nouveaux corps. Il faut également arriver à isoler ce radium de ce pechblende, de l'isoler pour bien l'étudier.
Alors, à l'écurie, ils obtiennent du pechblende de mines de Bohême qui contiennent des petites quantités de radium. Ils travaillent dans un garage qu'ils ont acheté, un hangar où il pleut, il n'y a pas de chauffage, il y a des tonnes de pechblende. Marie Curie est installée devant des grosses gamelles dans lesquelles elle met son truc avec de l'eau qu'elle fait chauffer en tournant la soupe avec des barres de fer. Alors, et effectivement, ce matériau contient de ce nouveau produit radioactif, le radium. Il travaille, donc les conditions dans lesquelles il travaille, on n'ose même pas imaginer à la date d'aujourd'hui ce que c'était. Alors, donc comme je disais, il fait froid l'hiver, l'été c'est une étuve, et Marie traite des tonnes de matière. Alors, mais elle arrive à isoler, à avoir des molécules de radium en très petite quantité. Alors pendant Pierre et Marie, Pierre qui est toujours à ses côtés, poursuivent ce travail épuisant. Mais tous les deux sont fascinés par cette substance. Ils s'aperçoivent que le radium, quand ils ont ce produit, quand ils sont dans une pièce obscure, ce produit, le radium, émet des lumières, une faible lumière. Alors à l'époque, personne ne comprend. Par contre, on ne se pose même pas la question de savoir si cette lumière qui est émise par ce cristal est dangereux pour l'être humain. Alors, Pierre et Marie Curie, ils manipulent le radium à la main, sans aucune protection, alors qu'à la date d'aujourd'hui, dès qu'on manipule ces produits radioactifs, on prend des protections très importantes. Alors, ils sont dans leur pièce obscure, ils ont près de le radium, ils étudient les rayons, tout va bien, personne ne se méfie de rien. Et quand même, au bout d'un moment, il y a Marie et Pierre, ils ont des brûlures sur leur peau. Oui, ça, on est brûlé, mais pareil, il ne se pose pas encore la question quels sont les effets de ces rayonnements à long terme sur notre corps. Alors, la communauté scientifique mondiale est très intéressée par les travaux de Pierre et Marie Curie. Et en 1903, Marie soutient une thèse de doctorat consacrée aux substances radioactives. Et la même année, le prix Nobel de physique est attribué à Becquerel, à Pierre Curie et à Marie Curie pour leurs travaux sur le phénomène des radiations. C'est quand même quelque chose de... Comme dirait l'autre, c'était une bonne promo. Les mecs, c'était pas rien. Donc, Marie est donc la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Alors, bien évidemment, cette nomination change avec son mari leur statut, mais ce qui n'empêche qu'ils restent, comme à leur habitude, des gens extrêmement simples dans leur vie de tous les jours. Et ils n'essayent pas de monnayer
leur découverte nullement. Alors, certainement qu'à cette époque, compte tenu de l'avancement de leurs travaux, de leurs découvertes, ils auraient pu se protéger par des brevets concernant le radium et en tirer quelques subsides. Mais ils préfèrent partager avec le monde scientifique leurs connaissances afin que tout ça puisse circuler librement et permettre des progrès vis-à-vis de l'être humain. Alors le radium, compte tenu des propriétés qu'on découvre, devient un matériau extrêmement célèbre. Et on commence à voir des scientifiques qui imaginent quelles vont être les utilisations qu'on va avoir, notamment dans le domaine médical, ce nouveau matériau. On se dit, il y a des gens qui commencent à dire qu'il pourrait avoir de l'hommage. On pourrait aller vers de faire soigner certaines cellules malades avec le rayonnement de ce produit. Cette propriété ouvrira progressivement la voie à la radiothérapie. Alors que Pierre, auprès de sa femme, ont atteint une notoriété mondiale, en 1906, Pierre Curie, par une journée pluvieuse, sort de son laboratoire et il est renversé par une voiture à cheval qui le renverse et il meurt sur le coup. Et il n'avait que 46 ans lorsque ce drame s'est produit. Marie est effondrée. Elle perd son mari, mais outre son mari, c'est son compagnon de recherche, c'est celle avec qui elle partageait toute sa vie intellectuelle. Mais elle n'abandonne pas. Elle décide de poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencée ensemble. Pierre enseignait à la Sorbonne, donc c'est elle qui va reprendre sa chaire à la Sorbonne. Et en 1906, sous les ovations, et en mémoire de son mari, elle donne son premier cours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'événement est commenté dans toute la presse à l'époque, et Marie Curie devient donc ainsi, après avoir été le premier prix Nobel, la première professeure à enseigner à la Sorbonne. Alors, il n'y a qu'une chose, une femme, mais elle est célèbre, Marie Curie. Mais force est de constater que le monde scientifique est presque entièrement masculin. Et donc, afin d'affirmer qu'une femme peut être dans les plus hauts rangs du monde scientifique, elle présente sa candidature à l'Académie des sciences, mais les hommes ont agi, elle n'est pas élue. Elle est vexée, elle est blessée. Alors elle poursuit ses recherches et sur ce fameux radium, et elle constitue un lieu de recherche qu'on appellera l'Institut du radium de Paris. Et on arrive en 1914, donc la guerre éclate. Alors, Marie Curie, compte tenu de ses connaissances,
elle a des idées en ressentant que les rayons X pourront être extrêmement utiles pour soigner les soldats blessés. Lorsque un blessé recevra une balle ou un éclat d'obus, il est parfois très difficile pour le chirurgien de savoir exactement où se trouve le projectile. Si on expose la plaie à la radiographie, il permet de voir l'intérieur du corps, étant donné que les os sont plus opaques que les chairs, et de localiser avec précision l'endroit où se trouvent les fractures et où il y a des morceaux de métal. C'est-à-dire, ça c'est à cause de la densité. Les os, le métal et les chairs n'ont pas la même densité. Donc, les rayons X qui traversent le tout non, avec la même intensité, mais le résultat, la couleur n'est pas la même. Et on permet de délimiter exactement où il va falloir que le chirurgien intervienne. Alors, mais à l'époque, les appareils de radiographie maintenant, ça tient dans un petit boîtier de rien. Et à l'époque, d'abord, il y en a peu, d'une part, et puis c'est monstrueux à trimballer, ça, on ne met pas ça. Donc, elle décide, elle fait fabriquer des véhicules équipés d'appareils d'un laboratoire à rayon X. Et à l'aide d'une voiture, ces labos ambulants se déplacent sur le front pour aider les chirurgiens dans les antennes médicales. On a ces petites voitures, ces postes de radio, il y aura un nom qui sera resté célèbre chez les poilus, qu'on avait là les petites curies. D'ailleurs, pour se rendre utile, elle apprend à conduire les dites voitures, là, et c'est elle-même qui va sur le terrain. Et puis, faire comprendre le fonctionnement des générateurs électriques, des appareils radiologiques, à des techniques médicales à l'ensemble des médecins du front. Alors, conjointement, elle forme à des opératrices qui sont capables d'utiliser ces équipements. Et elle a emmené avec elle une de ses filles, Irène, qui est encore très jeune, et qui l'aide dans cette action humanitaire. Alors, donc elle fait donc ces installations mobiles, mais elle fait aussi des installations fixes dans les cliniques ou les hostos, et ainsi un très grand nombre de soldats pourront bénéficier des examens radiologiques pendant cette guerre à l'initiative de Marie Curie. Donc après la guerre, elle revient à Paris, elle revient poursuivre ses études à l'Institut du Radium de Paris qu'elle a créé, et elle devient petit à petit, progressivement, un centre de recherche mondial sur le radium. Alors, une partie de ses travaux concerne la physique, la chimie des éléments radioactifs, et une autre partie concerne leurs applications médicales, notamment pour certains cancers. Mais le radium est une matière première donc, qui coûte extrêmement cher. Mais Marie Curie a vu sa notoriété mondiale dans son laboratoire
manque toutefois de radium pour poursuivre ses travaux. Alors, et une journaliste américaine qui s'intéresse au monde scientifique découvre la situation de ce laboratoire, de cet institut, et les difficultés que rencontre Marie Curie. Elle organise aux États-Unis une campagne pour informer le peuple américain et de recueillir de l'argent pour permettre l'achat à Marie Curie d'une quantité de radium. En 1921, donc Marie se rend aux États-Unis avec ses deux filles, Irène et Ève. Elle est reçue avec un enthousiasme extraordinaire par le peuple américain. Et le président américain, qui s'appelait à l'époque Warren Harding, lui remet symboliquement le précieux gramme de radium destiné à ses recherches. Vous voyez qu'il n'en fallait pas beaucoup, on parle pas en tonnes de radium, alors qu'on parlait de tonnes de Benchblende, là on parle en grammes. Donc elle retourne en 1929 une deuxième fois aux États-Unis, afin d'aider à obtenir du radium pour un institut scientifique qu'elle a monté à Varsovie. Mais, bien qu'elle soit bien installée en France, Marie Curie n'a jamais oublié sa Pologne. Sa natale. Donc, ça aussi, cette histoire est fabuleuse, c'est que la saga scientifique de Marie et Pierre Curie ne s'arrête pas à la fin de leur vie. Ils ont une fille aînée, Irène, celle qui l'a aidée pendant la guerre de 14, qui devient aussi une grande scientifique. Et vous savez qui elle épouse? Frédéric Joliot-Curie, punaise. Il découvre en 1934 le couple Joliot-Curie découvre la radioactivité artificielle. Et l'année suivante, ils reçoivent le prix Nobel de chimie. Malheureusement, Marie Curie ne verra pas la remise du prix Nobel, car elle meurt en 1934 avant que sa fille et son gendre aient le prix Nobel. Alors, la fameuse Irène, outre d'être un prix Nobel, elle devient écrivain, journaliste et pianiste, et elle écrira la biographie de sa mère. Alors, donc, la famille Curie n'aura jamais eu que 4 prix Nobel. C'est pas rien. Alors, et à la fin de sa vie, Marie Curie, sa santé se dégrade. Elle souffre de problèmes de vue et elle est extrêmement fatiguée. Pendant des décennies, elle a manipulé, donc comme je vous disais, elle s'est brûlé les mains, elle a manipulé ces substances radioactives sans protection. Et à cette époque, on a progressivement compris que les rayonnements pouvaient être dangereux pour l'homme. Mais durant les premières années, les risques étaient pratiquement inconnus. Donc, Marie Curie mourra le 4 juillet 1964 à l'âge de 66 ans
au sanatorium de Chancel-les-Moses en Haute-Savoie. La cause de sa mort est une aplasique, maladie qui est généralement considérée comme liée à ses longues expositions aux rayons ionisants, c'est-à-dire avec une genre de leucémie, on va dire. Il y a une destruction des globules rouges par le radium et les autres produits radioactifs dans l'organisme de Marie Curie. La cause de sa mort est une anémie aplasique, donc, suite à ces expositions aux rayons ionisants. On l'a enterré à côté de Pierre Curie, et son histoire s'arrête là. En 1995, la France décide de transférer les cendres de Marie et de Pierre Curie au Panthéon. Elle est, après avoir eu la première prix Nobel, la première femme prof à la Sorbonne, elle sera la première femme enterrée au Panthéon. Et quand même, elle était la première en classe, c'est la première partout. Et qu'il se passe quelque chose, Marie Curie, elle est au premier rang. Donc, cette jeune Polonaise qui était arrivée en 1891 à Paris, sans un sou, repose dorénavant parmi les grandes figures de l'histoire de France. Marie Curie occupe une place aussi importante dans l'histoire parce que ses travaux ont profondément transformé la physique et la chimie. La découverte de la radioactivité, donc, montre que l'atome n'est pas une structure immuable, comme on pouvait y penser. Les recherches sur les éléments radioactifs vont participer à une révolution scientifique qui conduira à une compréhension nouvelle de la matière et de l'énergie. Ensuite, les travaux commencés par Marie Curie auront des conséquences considérables en médecine. Les rayonnements deviennent des outils permettant d'observer l'intérieur du corps, la radio, de traiter certaines maladies, notamment les cancers, par des rayonnements qui viennent détruire, brûler avec une grande précision des cellules malignes. Bien sûr, ces techniques ont énormément évolué depuis l'époque de Marie Curie, mais elle appartient donc à ceux, aux pionniers, qui ont lancé et qui ont permis des progrès scientifiques dans le domaine médical fantastiques. C'est quand même surprenant et il faut mesurer le chemin parcouru par cette jeune Polonaise qui ne pouvait même pas accéder à l'université, qui vient sans un sou dans un pays tout neuf, qui apprend le français, qui est prof à la Sorbonne, qui est prix Nobel, de travailler dans les milieux où il n'y avait aucune femme, pas la première femme à la Sorbonne, la première prix Nobel. Et elle a dû prouver au monde machiste de l'époque qu'elle était, bien que femme, une scientifique à part entière. Elle n'a jamais, comme son mari, cherché la célébrité. Tous les témoignages la décrivent comme une femme austère,
réservée, très exigeante envers elle-même et extrêmement tournée vers le travail et vers les autres. Et son objectif restera toute sa vie, et son objectif principal, la recherche. Alors, l'histoire de cette vie possède aussi une dimension tragique. Le radium qu'elle trouvait si fascinant, pouvant produire une faible lumière et qui semblait posséder des propriétés extraordinaires, le radium devient presque un produit à la mode à cette époque. On lui a attribué des propriétés miraculeuses sans comprendre les risques. Et progressivement, les scientifiques découvrent que les rayonnements pouvant également détruire les cellules saines et provoquer de graves maladies. Marie elle-même en subira probablement les conséquences. Ses carnets de laboratoire et certains de ses objets personnels sont encore radioactifs aujourd'hui, vous vous rendez compte. Et ils sont conservés avec des précautions toutes particulières. Alors, cette situation illustre parfaitement l'ambivalence de nombreuses découvertes scientifiques. Une même connaissance peut présenter des dangers et permettre d'immenses progrès lorsqu'elle est entièrement maîtrisée. Alors aujourd'hui encore, le nom de Curie est partout présent dans le monde scientifique. Elle a laissé son nom d'ailleurs dans l'unité pour mesurer l'activité radioactive qu'on appelle le Curie. L'Institut Curie à Paris est devenu le centre de recherche prioritaire et un des plus renommés dans le domaine du cancer. Des écoles, des universités, des établissements portent son nom. Son visage figure sur les billets, sur certains ont figuré sur des billets de banque et des timbres. Mais son héritage dépasse et de loin les hommages officiels. Marie Curie représente une certaine conception de la science, la patience, l'expérimentation, la rigueur, le refus d'abandonner devant les difficultés. Pendant des années, elle a travaillé dans des conditions extrêmement modestes pour isoler une quantité minuscule de matière. Elle n'avait aucune garantie de réussir dans ses recherches. Elle est partie de rien. Elle poursuivait simplement une intuition scientifique. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble de sa vie à ce génie, le parcours de Marie paraît extraordinaire. Une petite fille née à Varsovie, dans une Pologne dominée par la Russie, elle perd sa mère, elle veut étudier et être une femme, elle travaille comme gouvernante afin de financer ses études et celles de sa sœur, puis, à 24 ans, elle arrive à Paris. Elle vit pauvrement au quartier latin, travaille sans relâche et devient la meilleure étudiante de la Sorbonne et deviendra prof à la Sorbonne en succession de son mari, Pierre. Elle a travaillé toute sa vie en poule avec Pierre Curie, et ensemble, ils découvrent le polonium, le radium. Elle devient, donc, comme je disais, le premier prix Nobel. Et elle continuera, après le décès de son mari,
ses recherches jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que le relais soit pris par sa fille qui épousera un certain Joliot-Curie. Et elle recevra 2 prix Nobel. Donc, en dehors des recherches pendant la guerre, donc elle est venue secourir son prochain avec son système de radio. Et elle meurt en 1934. Alors, c'est une histoire d'une grande scientifique, mais c'est également une belle histoire de femme qui a refusé de refuser les contraintes que pouvait lui imposer l'époque à laquelle elle vivait. Elle n'était ni riche, elle n'était ni d'un milieu puissant, elle était étrangère. Elle travaillait dans un univers presque exclusivement masculin. Et elle réussit pourtant à atteindre les sommets de la science mondiale. 2 prix Nobel, 2 produits chimiques découverts, des travaux fondamentaux sur la radioactivité, une contribution majeure à la radiologie médicale, une famille qui poursuivra son œuvre, peu de scientifiques d'ailleurs, ont laissé un héritage comparable. Puis, après ces grandes découvertes, le nom de Marie Curie demeure associé à la recherche, au courage, à cette idée essentielle: la connaissance progresse lorsque des femmes et des hommes acceptent de consacrer leur vie à comprendre ce que personne avant eux n'avait encore réussi à expliquer. Merci Marie Curie. Voilà une belle histoire que je vous conseille. Si vous pouvez lire la biographie écrite par sa fille Irène, c'est très riche. Voilà, au revoir à tous.